mais que moi j'ai eu la chance de connaître comme coéquipier lors de cette campagne. Nous avons bravé moult pancartes et moult neige ensemble pendant 3 mois quand même, une longue campagne électorale. Et Amarito va vous faire une présentation ici sur l'économie, donc c'est la possibilité pour vous d'avoir un accès à ce qu'il peut donner comme cours au HEC, tout ça, donc en dehors des conférences qu'il donne habituellement, quelque chose de plus substantiel. Alors j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir et d'intérêt dans cette conférence. Je vous demande évidemment, bon, je sais qu'il y a des gens debout en arrière, je vais essayer de régler la question, essayer de trouver des chaises pour pouvoir avoir les gens, mais on a vraiment très peu de chaises, mais on va essayer de régler ça. Alors, monsieur Amar. Merci beaucoup Simon. J'ai combien de temps déjà? 1 heure. En tout et pour tout? En tout et pour tout. Vous allez en demander plus si vous en avez plus sur la liste. Je me demande c'est quoi on aurait pensé Socrate. Si vous avez dit, vous avez 1 heure pour faire la boîte maïotique. Bon, et bien écoutez, merci infiniment d'ici d'être si nombreux et nombreuses. Le bronzage que vous voyez là, c'est pas du salon. J'arrive du Brésil où je fais des bonnes œuvres tous les ans, environ 1 mois par pays d'Amérique latine depuis un certain nombre d'années, notamment Colombie, Mexique et Brésil, où mes livres et mes textes sortent avant d'être publiés, même en français. Parce que pour eux, je suis une espèce d'alternative au modèle américain, figurez-vous. Alors, comme je viens du Canada, pour eux, c'est l'Amérique qui change. Alors, ils disent, tiens, l'Amérique pense autrement, à travers un auteur comme celui-là. C'est intéressant d'essayer de sortir des impasses dans lesquelles le modèle nord-américain nous a foutu. Bon, ben, je veux dire, ça m'amuse pas mal. Alors, comme on n'a qu'une heure, je ne sais pas pourquoi je pensais avoir 2 heures. Eh bien, on va aller assez vite. Mon Dieu, d'abord pour savoir pourquoi je vais parler de philosophie, économie et management, mais c'est tout simplement parce que mes premières études, c'était des études de littérature et philosophie. J'ai commencé par littérature et philosophie à l'université, parce que j'étais frappé par des... Ça ne veut pas dire que... En général, les pas bons en maths et en physique finissent en littérature. Mais il se trouve que j'étais bon en maths et en physique aussi. Et ça ne m'a pas beaucoup inspiré d'aligner des équations et d'aligner des histoires de tension et de dynamique, des matériaux, etc. Et j'étais beaucoup plus impressionné, influencé par des paroles, des mots, genre Montaigne, il est le sujet étude de l'homme que l'homme, et de science et l'étude de l'homme que l'homme. En tout cas, le début des essais, merci beaucoup. Le sujet de ce livre, c'est moi. Quelque chose de très, très profondément humaniste qui m'a beaucoup frappé, rappelé. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, etc., etc. Donc voilà, donc des aphorismes comme ça qui m'ont poussé vers s'il y a une chose à connaître pour l'homme, c'est l'homme. S'il y a une chose à connaître pour l'humain, c'est l'humain. Et ça m'a poussé vers la littérature et la philosophie. Mais comme on ne peut pas trop gagner sa vie avec la littérature et la philosophie, sinon en étant prof, à l'époque ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai fait psychologie industrielle, et là j'ai commencé à travailler dans le pétrole comme psychologue industriel, même si j'avais fait psychologie clinique avant. Et je me suis retrouvé à devoir faire des rapports à mes boss, où j'étais implicitement obligé de dire que si ça ne marchait pas, c'était surtout pas leur faute. Les boss sont toujours parfaits, les ouvriers, c'est toujours nul, c'est toujours leur faute quand ça va pas. Alors comme j'ai appris avec Sartre qu'il fallait être toujours du côté des opprimés, pas du côté de l'oppresseur, eh bien j'étais plutôt du côté des ouvriers. Et donc je n'ai jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Premier rapport que je faisais, j'étais foutu à la porte. Parce que les choses que je disais, écoutez, s'il y a des tordus ici, c'est vous, les boss. C'est vous qui prenez les décisions, c'est pas eux. Ils obéissent à ce que vous dites. À partir de quoi vous prenez vos décisions? Bon, en tout cas, alors voilà ce que la philosophie m'a inspiré. J'ai fini par l'économie et le management pour
pour vous dire pourquoi, parce qu'en tant que philosophe, littérateur, je ne sais pas comment dire, psy et tout ça, mes camarades et moi, dans les compagnies ou dans les entreprises dans lesquelles j'ai commencé à travailler, même à la fonction publique, on était traités de lologues, tête de nuage. L'autre dirait heureusement qu'il était peut-être nuage, sinon le ciel serait toujours gris. Eh bien, dans les réunions, il fallait prendre des décisions. On était systématiquement tassés dans le coin, comme on dit ici, avec des gros mots, vous savez, des grosses paroles, là. Cash flow. Alors nous, pauvres, moi je connaissais Rabelais, Montaigne, Sartre, Gide, Socrate, Nietzsche, Adorno, Schopenhauer, Wittgenstein, Habermas, mais cash flow. Voilà, vraiment, alors on nous fermait nos gueules avec ça. Cash flow, marge brute, des gros mots d'économie, vous savez. Alors j'ai décidé d'étudier l'économie. Et j'ai fait une maîtrise d'économie. Et après ça, j'ai fait un MBA. Et après ça, j'ai fait un PhD en management pour qu'on m'écoute parler de philosophie. Mais non, mais parce que j'ai cette légitimité qui passe par faire ses preuves comme les autres qui appellent des vraies choses. Hein, parce que la philosophie... Enfin, j'ai vu dans le Devoir aujourd'hui qu'il y avait une espèce de cahier, le devoir des philosophes, etc. Et puis, il est dit sans aucune espèce de pudeur que les professeurs de philosophie doivent faire la preuve que ce qu'ils enseignent sert à quelque chose. C'est quand même inouï. Dans quelle société sommes-nous? La philosophie n'a plus le droit de citer, sinon à prouver qu'elle a le droit de dire quelque chose et que ce qu'elle dit a du sens. Enfin, la philosophie, c'est quand même la méta-science. C'est la science, la discipline qui nous fait réfléchir sur les autres disciplines, qui nous aide à mettre du sens. Bon, il y en a. Bon, alors, voilà, donc, pourquoi est-ce que philosophie, économie et management? J'ai été invité par à peu près tous les cégeps, et je dois aller au cégep, je crois, de Drummondville, y retourner dans quelques 2 ou 3 semaines, pour essayer d'inciter les élèves, les étudiants à suivre les cours de philosophie, ou à les suivre sérieusement, ou à écouter les cours de philosophie. M'a-t-on demandé, en essayant de prouver que la philosophie, ça peut mener à être entrepreneur et à faire du fric. Quand la demande venait du prof de philosophie, j'ai essayé de discuter un peu, mais j'ai quand même fait. Je ne sais pas quel résultat ça a eu, mais... Voilà, aujourd'hui, Platon et Aristote. Voyez-vous, une chose qui me frappe toujours dans les business schools, c'est que, contrairement aux autres facultés dans lesquelles j'ai enseigné diverses matières, dans la psy, etc., de toute façon, mais quand j'ai commencé à enseigner économie et management, surtout management, j'ai été frappé à quel point celles et ceux qui viennent pour écouter des cours de management, surtout MBA, vous savez, ces niveaux-là, sont là pour se faire confirmer ce qu'ils ont déjà dans leur tête. Ils ont déjà dans leur tête ce que c'est qu'être manager, how to make money, etc. Hein? Et puis il faut leur confirmer ce qu'ils ont dans leur tête. Si vous dites autre chose, vous êtes un mauvais prof ou un destructeur de machin, démotivateur, je sais pas quoi. Je me rappellerai toujours un de mes premiers cours, première année de management, HEC, donc des gamins et des gamines, 19, 20 ans, qui sortent du cégep. Et premier cours, au lieu de traiter le cas qui était là, c'était un cas pour savoir s'il fallait mettre dans comment on dit, l'achalandage, je ne sais pas quoi, pas le mot, ça fait un mot que je parle portugais, excusez-moi, donc je cherche mes mots. Est-ce qu'il faut mettre les pièces de devant du veau de derrière, en avant, dans l'étalage, pour mieux vendre? Et puis je devais passer 3 heures avec ça. Alors j'ai dit, écoutez, si vous voulez entendre parler de derrière et de devant du veau, allez dans la case d'à côté, moi je vais vous parler de Platon. Bon, il y en a quand même qui sont restés. Après, c'était l'inverse. Ça venait plus dans ma classe que dans les classes à côté pour écouter parler de Platon et d'Aristote. Mais après 3 phrases sur Platon, une brave jeune fille lève la main, oui, mademoiselle. Monsieur, je suis à apprendre le management. Et
Vous êtes venu pour apprendre le management, donc vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce qui vous fait dire que Platon, ce n'est pas du management? Que ça n'a rien à voir avec le management? Donc voilà, alors, imaginez un peu qu'on soit, il faut ramer. Alors qu'est-ce que Platon a à voir avec le management et l'économie? Eh bien, il faut savoir que Platon, malgré lui, est l'ancêtre de la fameuse pyramide qui meuble tous les livres, qui encombre tous les livres de management, notamment nord-américain, ou de type nord-américain, parce qu'il y a un autre type de management d'Europe du Nord, d'Asie du Sud-Est, etc., qui est beaucoup plus aristotélicien, beaucoup plus proche de la recherche du juste milieu, par le consensus, que la recherche du pouvoir, par, et surtout le pouvoir absolu, par le fameux totalitarisme platonicien, la République. Eh bien, Platon et Aristote m'ont beaucoup aidé à comprendre ce que je crois avoir compris aujourd'hui en management. C'est pas les seuls, pas les seuls. Je croyais avoir le temps parce que j'ai préparé aussi des choses sur Nietzsche, sur Sartre, sur Hegel, sur Marx, sur Khaldun, sur Freud, Klein, Shakespeare, De Vreux. Mais bon, Platon et Aristote sont aussi lancés dans la fiche, donc je vais me concentrer là-dessus, puis si on a le temps, on parlera un peu des autres. Bon, Platon, déjà la fameuse métaphore de la caverne, je me suis rendu compte à quel point dans la littérature en management, on essaye d'imiter ou d'introduire la mesure, les sciences exactes, les vérités des grandes sciences pures comme la physique, la biologie, etc. La mathématique, enfin la mathématique c'est pas une science, c'est un langage, mais on le sait très peu dans les écoles de gestion. On croit que c'est une science. À partir du moment où on mathématise quelque chose, on a l'impression qu'on le scientifise. Et donc, en avant la mesure, on mesure tout et n'importe quoi. Et comme le disait Sir Charles Knight, if you can measure anyhow. Donc, mesurer, même si on peut mesurer n'importe comment. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure l'observable. Or, comme l'a dit Sartre, il n'a pas inventé, mais une longue tradition, le sens de ce que fait l'être humain est toujours derrière le signe de ce qu'il manifeste. Donc le sens de ce que fait notre semblable n'est jamais dans le signe qui est manifesté. Ça c'est l'observable. Alors que peut-on apprendre sur autrui en observant ce qui est observable de ce qu'ils expriment? Rien. Absolument rien. On enregistre des signes. Et alors, ces signes, c'est les apparences. Uniquement les apparences. Donc, pour aller derrière les apparences et comprendre, eh bien, il faut chercher le sens que la personne met de son point de vue dans l'acte ou le comportement qu'elle est en train de commettre, et qui est le signe que j'observe, et que j'enregistre et que je mesure. Alors, j'étais vraiment frappé les premiers temps, en lisant les premiers livres de management que j'avais à lire pour commencer mon MBA et plus tard continuer en PhD, de comment Platon est d'actualité dans ce sens-là. Et puis surtout comment, alors j'essayais moi avec mes profs de dire, écoutez, avec tout mon bagage de littérature, philosophie, psychologie clinique, etc., même anthropologie, linguistique, j'essayais de dire, écoutez, je sais pas, ce que vous dites là, ce qui est écrit dans cet énorme bouquin de management, ce n'est que de la description. On ne peut absolument pas prendre des décisions à partir de ces descriptions, parce que la description ne donne absolument pas idée du pourquoi ces gens font ce qu'ils font, ce que nous observons. Or, ce qui importe dans les décisions pour changer, modifier, améliorer, mettez les adjectifs que les verbes que vous voudrez dans cette phrase, il faut comprendre. Or, décrire n'est pas comprendre. Et mesurer, c'est en deçà de la description. Et donc, cette métaphore de Platon, la caverne, où on se contente de l'ombre des véritables événements, et comment la personne qui essaye qui a finalement accès à autre chose que l'ombre, et qui essaye de dire à ces gens d'écouter autre chose que ces ombres, et qui se fait renvoyer vertement parce qu'on est trop rassuré par les ombres qu'on a l'habitude de voir, et
dans l'illusion du sens et l'illusion de la vérité, eh bien j'étais frappé par ça. Combien Platon avait raison, et combien cette métaphore de la caverne va bien au-delà des seules idées, de monde des idées, ou d'immanence, ou de réminiscence, etc., qu'a voulu y mettre ce qu'on connaît de Platon à propos de cette métaphore. Eh bien, j'ai compris combien la pensée de Platon était beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus loin, et combien il est presque dans la nature humaine d'avoir peur du vrai sens, d'avoir peur de ce qu'il y a derrière les apparences. Et particulièrement en économie et en management, on ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière les apparences. On veut juste que l'on puisse correctement, comme dirait Popper, enregistrer, je ne suis pas Popperien du tout, hein. Si on avait le temps, je vous dirais pourquoi je suis anti-Popper, mais eh bien, il fallait simplement essayer de rendre compte correctement de ce qu'on observe et s'en contenter, et puis essayer d'obtenir des comportements désirables qui font que le bon ouvrier décérébré, dénué de sens, privé de sens de ce qu'il fait, privé de finalité, de compréhension de ce qu'il fait, et là on est en plein Kant aussi, la fin des moyens, et combien cet ouvrier-là, cet employé-là, ce consommateur-là était souhaitable pour l'économie et le management dominant. Alors, dans les écoles de business, par exemple, on forme trois types de gradation de personnages, de futurs joueurs de la société. En haut, c'est les technocrates, ça c'est les MBA, diplômes de ce genre-là. Technocrate, le langage technocratique, on le sait, est un langage qui nie l'humain. Le langage technocratique est un langage qui nie le sens. Le langage technocratique est un langage instrumental. Je préfère à Bernard, je préfère à Max Weber, je préfère. Alors, le langage technocratique est un langage qui impérialise totalement le langage économique et surtout le langage managérial. Lequel langage managérial est un infralangage économique. C'est tout. Le management n'est que le bras armé de la pensée économique qui le domine. Il ne le sait même pas. Le management se croit une pensée autonome. Alors que ce n'est pas du tout. Ce n'est que l'application pratique de conceptions abstraites, monétaristes, néo-monétaristes, néo-marginalistes, etc., néolibérales qui dominent la scène, notamment dans les pays nantis, à commencer par l'Amérique du Nord. Alors donc voilà, premier élément qui m'a fait faire des liens entre philosophie, économie et management. Deuxième, chez Platon, c'est évidemment cette histoire de pyramide, la société où les sages seraient admis à penser le bien-être de la cité, et vous le savez, bon, en dessous il y a les stratégos, les stratèges, les militaires. Du temps de Platon, l'armée n'était pas une institution qui défendait le pouvoir, c'était une institution qui défendait la cité. Et cette institution désignait un tyran en temps de guerre, et quand la guerre était finie, le tyran était destitué. Et donc, l'institution militaire s'est mise au troisième rang par Platon, c'est parce que l'institution militaire à l'époque ne défendait pas le pouvoir en place. Ensuite, on a les producteurs, les paysans, les artisans, etc., et les commerçants viennent au dernier rang. En dehors de la cité, de la démocratie, de la République, vous savez, les esclaves, les étrangers, les femmes, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ quand même. Eh bien, on le sait ou on ne le sait pas, les commerçants qui étaient au dernier rang, avant les exclus de la cité, avaient comme dieu Hermès. Et Hermès, c'était un dieu qu'il partageait avec les menteurs et les voleurs. Quand même pas rien. Il était aussi au tout dernier rang. Adam Smith, je ne sais pas, oui, Adam Smith était aussi philosophe quand même. Traiter des sentiments moraux, c'est pas que des calculs. Il a sûrement lu les socratiques et les présocratiques et les classiques. Adam Smith a écrit quelque part dans, je crois que c'est dans Richesse des Nations, vous mettez 3 hommes d'affaires ensemble, sans les surveiller, et vous avez 3 voleurs. Vous mettez 3 businessmen ensemble, ne les surveillez pas, laissez-les faire ce qu'ils veulent.
Même s'il parle par ailleurs de main invisible et de libre marché, de laisser faire, etc. Mais il dit, par leur propension naturelle à trafiquer, les businessmen ne peuvent être que des bandits si on ne les surveille pas. Alors on a la preuve aujourd'hui. Combien de businessmen se révèlent être des bandits de grand chemin, cravatés. Alors non seulement ils veulent être riches et cravatés, mais ils veulent être les héros de la société. Ils veulent être riches, cravatés, etc. Mais ils veulent en plus qu'on les applaudisse et qu'on fasse d'eux les sages de la société. Alors Smith a aussi écrit, toujours je pense, inspiré par Platon, ne laissez surtout pas les businessmen, les capitaines d'industrie devenir les dirigeants de la société, parce que, un, ils n'en ont pas la culture ni les capacités, et deux, leur propension à défendre des intérêts particuliers et à trafiquer fait d'eux les derniers à choisir pour diriger une société. Ça, c'est dans Adam Smith. Et nous, qui est-ce que nous portons au pouvoir? Paul Martin, premier bandit du Canada, enfin 200 millions quand même en évasion fiscale connue. Jean Charest, je ne sais pas s'il pense suffisamment pour pouvoir détourner l'argent. Alors, je ne parle pas de bouche parce que ça, c'est d'abord il y a des mots, quand je les prononce, j'ai des boutons qui poussent. Je somatise. Et en plus, bon, je ne sais même pas s'il faut classer ce genre de créature dans l'espèce humaine. Je préfère ne pas en parler. Donc, alors, voilà, Adam Smith dit non, jamais les hommes d'affaires ne peuvent prendre la place des sages. Et moi, j'étais frappé par la littérature managériale et économique dominante, ici, parce que je chevauchais entre les deux, combien était dithyrambique la description, la considération portée aux businessmen. J'étais surpris de voir même qu'il y avait des chansons à succès, businessmen, un blues que j'ai découvert aussi. If you're so smart, how come you ain't rich? Si tu es si intelligent que tu le prétends, comment ça se fait que tu n'es pas riche? Cette espèce de liaison entre argent, intelligence, sagesse, etc. C'est quelque chose qui m'a aussi frappé, qui m'a fait penser à Platon. Alors, qu'est-ce qu'un sage? On peut un peu s'interroger un peu là-dessus. Bon, le reste de la pyramide, on va laisser tomber. Mais un sage, c'est quelqu'un qui, d'abord, comme le disait Socrate à la fin de sa vie, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. C'est ça, un sage. L'ignorant ignore qu'il ignore. Évident. Mais celui qui sait, à un certain stade de savoir, sait qu'il ne sait rien. Il y a une asymptote infinie. Et plus on va vers l'asymptote, plus on se rend compte que la distance est énorme entre ce qu'on a parcouru et ce qui reste à parcourir. Alors si le sage est celui qui sait qu'il ne sait rien, eh bien une fois à la tête de cette pyramide, il ne va surtout pas s'amuser à donner des ordres. Parce qu'il sait qu'il ne sait rien. Il ne va surtout pas s'amuser à commander, à faire des plans stratégiques. Il sait qu'il ne sait rien. Donc s'il sait qu'il ne sait rien, il va écouter. Et c'est à partir de l'écoute, de l'agora, l'écoute des autres, qu'il va essayer de comprendre, de savoir. En tout cas, cette conscience de ne pas savoir amène à l'humilité. Amène à la considération du fait que n'importe quelle autre personne que soi a une connaissance qui doit être respectée et écoutée, à quelque niveau qu'elle soit, parce qu'elle est différente de ma connaissance. Et donc, nouvelle pour moi. Et quelque chose dont je peux bénéficier, dont je peux apprendre quelque chose. Alors, en deuxième lieu, le sage a renoncé au bien de ce monde. Le sage n'a pas de bien, n'a pas d'intérêt matériel. C'est exactement le cas de Jean Charest, Paul Martin, la famille Bush, tout ça, tous ces sages qui nous dirigent, ils n'ont aucun intérêt matériel. Aucun. Ils ont renoncé à tout. Leur seul souci dans ce bas monde, c'est de faire le bien de la société. Bon. Alors, c'est bien qu'absolument pas. Alors, donc, le sage
c'est qu'il ne sait pas, donc l'humilité. 2, il a renoncé au bien de ce monde, pas d'intérêt matériel. Et 3, il n'a pas d'intérêt partisan. Le sage ne défend qu'un seul parti, c'est le parti de la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est apprendre à mourir. C'est ça la sagesse. Apprendre à mourir. Ou apprendre à vivre. Pour apprendre à vivre, il faut d'abord apprendre à mourir. Parce que si on n'a pas inclus la mort dans notre vie, la signification qu'on va donner à notre vie sera tout à fait différente. Et en incluant la mort, eh bien, il y a toute une série de sens que nous allons donner à notre vie qui est tout à fait différente. On va y revenir, vous allez voir, votre intervention est intéressante. On va voir qu'il y a une forme de négation de la mort, justement, dans l'attitude économique et dans la gérer. Bon, donc, apprendre à mourir, c'est admettre qu'on est simple mortel, et admettre qu'on est simple mortel, c'est admettre que la connaissance que j'ai aujourd'hui eh bien, est une connaissance qui, dès l'instant où je l'ai acquise, est déjà dépassée, parce qu'il y a cet immense horizon d'inconnu qui est devant moi et qui s'appelle la mort. Bien. Donc, voilà un peu pour Platon, si vous voulez, ce que Platon m'a inspiré. Et puis, comment aussi, bien entendu, il n'a écrit que des dialogues, mettant en scène Socrate, et puis aussi, ça m'a rappelé que une des formules de Socrate, il est nécessaire pour l'accomplissement du sage qu'il n'ait pas à travailler. Je me rappelle aussi Apollinaire, je crois, qui écrivait sur sa porte quand il dormait: ne dérangez pas le poète travail. C'est vrai. Alors regardez la société dans laquelle nous sommes. Platon n'a pas beaucoup, je ne me souviens plus, je suis désolé, mais je me souviens plus dans quel dialogue cette métaphore, cette formule est mise en scène, mais en économie management, ça m'a aussi frappé cette espèce de, comme dirait Georges Devreux, que je considère comme un philosophe, même si c'était un anthropologue, mais il y a beaucoup de philosophie dans son œuvre, notamment de l'angoisse à la méthode. Et en économie management, il y a une espèce de fanatisme, de frénésie du travail. Georges Devreux a appelé ça l'hyperactivité quotidienne soutenue. Il a écrit ça dans les années 50-60 du siècle dernier. Et ce qu'il a appelé l'hyperactivité quotidienne soutenue, c'est la façon dont on travaille en Occident. Alors, la façon dont on travaille en Occident, parce que, sachez que pour l'anthropologie, enfin il y a des anthropologues qui ont fait ça, notamment Henri Bourgoin, un magnifique livre là-dessus, en tout cas la première moitié, la deuxième est un peu le structuralisme est bizarre, mais enfin bon, la première moitié qui est très, très anthropologique. Henri Bourgoin a fait une enquête et a rendu un livre qui s'intitule L'Afrique malade du management. Aujourd'hui, Vincent de Goljac, qui est un ami français, vient de pondre La société malade du management, la gestion, la société malade de la gestion. Donc l'Afrique malade du management, ça date des années 70, 1970, et dans ce livre, on voit comment le mot travail a une signification très très différente selon qu'on soit africain, blanc, occidental, et surtout blanc anglo-saxon protestant, genre Amérique du Nord, États-Unis surtout. Cette mystique du travail, et je suis d'origine africaine, moi je suis algérien, donc du sang africain plein les veines. Et je comprends parfaitement, et je sens parfaitement ce que voulaient dire ces Africains qui ont été enquêtés, étudiés par cet anthropologue, donc Henri Bourgoin. Et ces Africains ont dit que le travail des Blancs, je ne comprends pas. D'abord, il ne s'arrête jamais.
Qu'est-ce que ça veut dire un travail qui n'arrête jamais? Nous, en Afrique, le travail, ça commence et ça finit. Il y a un moment donné, puis bon. Et puis, en plus, le travail n'est pas naturel à l'homme, à l'être humain. Remarquez, avec l'être humain qui travaille. Et les animaux, eux, ils jouissent de la vie tranquillement, ils ne sont pas fous. Mais bon, nous, on est nés à combler, on n'a pas le choix. Notre corps ne suffit pas pour nous maintenir en vie, donc on est obligé d'avoir des outils, des trucs, des intermédiaires entre notre corps et la nature pour survivre. Bon. Mais cela n'implique pas qu'on soit maximaliste, qu'on veuille le maximum de tout. Ça, c'est fou. On a dépassé le besoin, on est rentré dans le caprice et la folie. Et vouloir faire le maximum de profit sur le maximum de morue, c'est complètement fou. Parce qu'on sait que l'océan ne donne pas le maximum de morue. Ça, n'importe quel ours le sait. Mais nos grands entrepreneurs, patrons de grandes multinationales de pêche, ne le savent pas. Bon, ils veulent faire le maximum de profit avec le maximum de morue. Maximum de profit avec le maximum d'arbres. Ben oui, mais la Terre, elle ne donne pas le maximum d'arbres. Elle donne les arbres qu'elle peut. L'océan, il ne donne pas le maximum de morue. La morue qu'il peut. Bon. Donc, en accord avec la nature, le travail humain doit avoir un début et une fin. Le début, c'est le début du besoin. La fin, c'est la satisfaction du besoin. Et une fois qu'on a satisfait le besoin, on arrête. Alors en plus, donc ces Africains ont dit, et ça je l'ai vécu dans ma prime jeunesse, enfant, quand je voyais mes parents et mes oncles qui se préparer à travailler pour les moissons, pour les labours, pour les grands travaux saisonniers, eh bien c'est tellement pas naturel pour l'être humain. Et c'est l'une des thèses centrales de Georges Devreux, hein, dans Ethnopsychiatrie générale. Il reprend les mêmes thèmes mais d'une autre façon dans un autre livre intitulé Ethnopsychanalyse comparée. Eh bien, le travail n'est tellement pas une chose naturelle à l'homme, et puis surtout pas le travail impératif, quotidien, sans arrêt, etc., que dans les sociétés dites primitives, et les sociétés dans lesquelles j'ai vécu, donc moi ma jeunesse, en Afrique du Nord, et ces Africains qui parlent à cet anthropologue, disent, ben, avant d'entamer un travail saisonnier important, genre moisson, labour, cueillette, tout ça, eh bien on fait pendant 3 ou 4 jours la bamboula avant, parce qu'il faut s'y préparer. Et moi, je me rappelle, mes oncles, mes cousins, tout ça, enfin, les adultes, quand j'étais gamin, moi j'étais berger, donc ils faisaient les labours et tout ça, eh bien, ça fumait du kiff, et pas à peu près, hein. Et à l'époque, le kiff se vendait dans le souk, dans le marché, dans ma jeunesse, moi, ça se vendait. C'est le type qui avait une petite table dans tous les souks, tous les marchés, une petite table, il vendait la menthe, le persil, coriandre et le kiff. Et généralement, le kiff, c'était le moins cher. Et puis, bon, je dis, alors, pour se préparer à faire les moissons, on la vend avec le sepsi, hein, qui ressemble à un calumet. Et puis, on bouffait des choses qu'on ne bouffait que le jour de fête. Quoi, du couscous, avec du raisin sec, avec de la viande, parfois. Et puis, c'était vraiment, il fallait se préparer, quoi. Et une fois qu'on a fini la campagne de moisson, ben c'était 3 jours de ripaille, de festin, et de beau. Ouf! Le travail est derrière nous. Fini. Bon, donc c'est tellement peu qu'il faut s'y préparer. Et une fois qu'on a fini, s'en débarrasser. C'est une espèce de rituel psychothérapeutique. Débarrasser de tout ce que le travail a mis comme frein au libre arbitre, à la liberté d'être de l'être humain. Comme dirait Hegel, le moment de l'aliénation du travail. J'ai beaucoup appris de Hegel aussi. Et bien entendu de Marx, qui a complété Hegel sur le plan de l'explication économique du phénomène d'aliénation. Eh bien, en deuxième lieu, je ne sais plus où j'en suis, les Africains disent, ben, le travail des Blancs, 1, il ne s'arrête jamais, 2, on ne s'y prépare pas et on ne fait pas la fête après, de toute façon, 3, il se fait tout seul, chacun dans son coin. Et en silence en plus. Le travail pour l'Africain, ça se fait ensemble, ça chante, c'est un mouvement collectif, il faut soutenir le moral les uns les autres. Et puis il a un sens. C'est le moment de la cueillette, c'est le moment des moissons, c'est le moment d'initiation des adolescents à la chasse, c'est le moment de ceci, il a un sens. Et alors, ce que j'ai appris
avec Devreux et avec donc cette phrase de Socrate et Platon, etc., c'est que couper de la nature, et c'est ce que dira Marx dans l'un des quatre piliers de l'aliénation, la coupure avec la nature, bien couper avec la nature, l'acte humain est un acte dénué de sens. Et comme a dit Hegel, l'être humain n'a pas d'essence, son essence est son action. Or, l'action privilégiée ou l'acte privilégié, l'acte humain, par essence, c'est le travail. Et qu'est-ce que le travail? C'est informer la nature. Comme disait Marx, comme a écrit Marx, la différence entre l'abeille la plus habile et l'architecte le plus stupide, c'est que la maison préexiste d'abord dans la tête de l'architecte avant que d'être construite. Donc le travail humain, c'est un acte d'information de la nature grâce à sa capacité propre de fabriquer de l'information, et avec cette information, informer la nature, transformer un tronc en table, en chaise, etc. Alors, je me suis souvent posé la question, dans le travail occidental, économie, management, entreprise, etc., où y a-t-il place à cette expression de l'information fabriquée par le cerveau humain dans ce qu'il fait? Il n'y en a pas. La répétition. Bon. Donc, voilà pour Platon, un petit peu Socrate. Passons à Aristote, et je vais conclure avec ça. Alors, Aristote, lui, vous savez, la politique, c'est un peu sa réponse, sa façon de régler ses comptes avec la République et avec Platon. Et c'est aussi pas mal lié à Confucius. Alors, on sait, ils ont tous les deux vécu à peu près à la même époque, un 4e siècle avant Jésus-Christ environ. Et quand on sait que Aristote était le mentor, enfin, précepteur, l'éducateur d'Alexandre le Grand, eh bien, il n'est pas exclu qu'aller jusqu'à l'Indus, que Aristote n'ait pas eu contact avec les idées confucéennes, enfin bon. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes dans certaines choses. Par exemple, Aristote dit ce qu'il faut rechercher, donc c'est le pouvoir par le juste milieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les idées confucéennes, dans les idées bouddhistes, dans le juste milieu. C'est cette métaphore de la corde. Si vous serrez trop, elle vous casse. Si vous ne serrez pas assez, vous n'avez pas de son. Et ce juste milieu est constamment négociable. Constamment. Parce que la température, la chaleur, l'humidité, etc., est constamment en train de fausser la note. Donc ça se construit et reconstruit sans cesse, ce consensus, ce juste milieu. Chez Aristote aussi, il y a la notion de communauté. Alors, dans sa définition de l'être humain, de Zoon Politikon, on retient d'habitude que ce bout de la définition. L'homme est un animal politique, de police, la cité. Hein, bon. Eh bien, on oublie souvent le complément de cette définition. Aristote a ajouté, pas toujours dans les mêmes textes, mais le complément de cette définition, c'est l'homme est un animal politique, fait pour vivre ensemble, en état de communauté. Voilà ce que c'est l'homme. C'est pas juste un animal politique. Donc, aussi, là aussi, très proche de Confucius, l'idée de famille, de Confucius. Vous savez, cette phrase fameuse, cette formule fameuse de Confucius, la société fonctionnera de façon idéale lorsque les règles qui président à la vie familiale seront élargies à la vie sociale. Alors, qu'est-ce que les règles de la vie familiale? Et ça, c'est Aristote, Confucius, le juste milieu, le consensus, la communauté. Vous savez d'où vient le mot économique? Oikos nomia. Oikos, la communauté, la maison, dans le sens élargi, la famille élargie, nomia, la norme, la règle, pour faire marcher la communauté, le bien-être de la communauté. Et ce que nous appelons économique, nous, Aristote, lui, l'a appelé crématistique. Le créma, athos. Créma qui veut dire argent, athos qui veut dire poursuite, accumulation, recherche. Alors, et Aristote dit il ne faut surtout pas confondre les deux. La crématistique n'a rien à voir avec l'oikonomia. Oikonomike et créma athos n'a rien à voir. Et il dit
le citoyen qui s'adonne à la crématistique, c'est-à-dire à la recherche de l'enrichissement et de l'accumulation de l'enrichissement et de la monnaie de façon égoïste et personnelle, c'est l'ennemi de la communauté. C'est un être qui se comporte contre nature, c'est l'ennemi de ses semblables et il doit être banni de la cité. Alors, si on a lu Aristote, on doit bannir tout de suite tous les Charest, tous les Martin, tous les Bill Gates, tous les Pelado, tous les Desmarais, tout ça. Parce qu'ils ne font pas de loi économique, ils font de la crématistique. Bon. Alors, plus tard, John Hobson, économiste anglais, bon, pas trop classé, il est post-classique, John Hobson reprendra, sans dire, par ma connaissance, cette distinction que fait Aristote. Et John Hobson dit, le cimetière, c'est un économiste anglais de la fin du 19e, début du 20e, et John Hobson dit, le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel. Voilà ce qui va tuer le capitalisme. Plus nous chercherons à nous enrichir individuellement, plus nous allons précipiter la destruction de nos sociétés. Et Aristote appelait ça la société des extrêmes. Alors pourquoi il voulait le juste milieu? Parce que, dit-il, une société d'extrêmes qui tolère, qui fabrique, qui permet l'existence de gens extrêmement riches, extrêmement puissants, et de gens extrêmement pauvres et extrêmement impuissants, eh bien cette société-là est vouée à la mort. Et de manière accélérée si elle continue dans ce processus de fabrication d'extrêmes. Alors, voilà donc juste milieu, communauté, le bien-être de la communauté, les zones politiques faites pour vivre ensemble en état de communauté. Alors, Aristote aussi m'a suggéré l'idée que l'entreprise ou l'économie la plus efficace est l'entreprise ou l'économie qui recherche le consensus. Et la décision la plus sage, la décision la plus intelligente, c'est la décision qui fait consensus. Ce n'est pas la décision la plus rapide. Ça n'a rien à voir. Alors, prendre des décisions rapides, les Américains sont très forts là-dedans. Ils décident à peu près, la prise de décision en entreprise nord-américaine, c'est 3 à 5 fois plus vite qu'au Japon ou en Allemagne ou en Suède. Parce que Japon, Allemagne, Suède, etc., il y a la cogestion, la codétermination, les cercles de qualité, les cercles de concertation, etc. Ça se parle, mais ça prend du temps avant de décider. Mais l'application de la décision et la qualité du résultat de la décision, eh bien, c'est entre 5 et 10 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus. Une fois qu'il y a consensus, toutes les personnes concernées par la décision savent quoi faire, comment, pourquoi. Ils ont discuté, ils ont donné leur avis, ils ont compris. Donc, alors voilà un peu, et ça je m'en sers beaucoup pour montrer à mes étudiants à quel point concevoir une économie dans une tradition platonicienne déformée, parce qu'on voit bien, on a pris les sages, on les a mis en prison ou ailleurs, et puis on a pris les faiseurs d'argent et on les a mis à la place des sages. Hein. Bon, ça c'est un Platon tronqué. Hein. Alors là, le problème qui se pose pour faire quelque chose ensemble, je crois que c'est ce que Platon et Aristote ont le plus appris, surtout Aristote, c'est qu'une organisation n'est rien d'autre qu'un ensemble de personnes de plus qui sont là pour faire quelque chose ensemble. Donc en synergie. Que les efforts de l'un complètent ceux de l'autre et vice-versa. Mais pour faire quelque chose ensemble, en synergie, il faut répondre à la question qui a tort, qui a raison. Cette question de qui a tort, qui a raison, c'est la question de pouvoir. Dans la pyramide traditionnelle du management économique de type nord-américain, la question est résolue d'avance. A raison celui qui a le pouvoir. Point à la ligne. Je suis boss, j'ai raison. C'est tout. Pas, hein. D'ailleurs, si on est deux collègues et qu'on n'est pas d'accord, on dit t'es pas d'accord? On va voir le boss, il va trancher. Donc, ça va? Alors, j'ai le pouvoir, j'ai raison. Mais là, pas du tout. Qui a tort, qui a raison, on n'en sait rien. Il faut rechercher, le juste milieu. Alors, pour chercher le juste milieu, il faut s'asseoir et discuter. Et c'est exactement ce que font les entreprises, par exemple, de tradition du nord de l'Europe et de tradition d'Asie du Sud-Est. Et c'est pas pour rien. Le nord de l'Europe, qui sont tous luthériens, protestants luthériens, sont très largement
influencés par les idées aristotéliciennes via saint Thomas d'Aquin et via Martin Luther, avec bien sûr le grand intermédiaire de Neustadt, Averroès, qui a transmis à saint Thomas d'Aquin tous les commentaires, etc., sur Aristote. De l'autre côté, calviniste, protestant calviniste, eh bien, on est beaucoup plus influencé par l'idée de ce fameux totalitarisme platonicien, déformé encore une fois complètement défiguré. Mais voilà, donc, ça me donne l'occasion souvent de pouvoir expliquer, comme Thierry Foucault, l'archéologie, la généalogie, etc., ce qu'il y a derrière, la façon de se comporter d'une entreprise comme Toyota, qui aujourd'hui dépasse GM et tout le monde se représente avec 10 fois moins d'effectifs que GM, sans faire un chômeur, alors que GM en a fait 500 000, ou plus, 600 000 maintenant, avec les résultats qu'on connaît. Et pourquoi de l'autre côté, on en est réduit à tricher, à mentir, à polluer, à contaminer, à exploiter scandaleusement des Philippins, des Chinois, des Indonésiens, etc., des salaires de misère, pour continuer à faire du profit. Et ça, si j'avais eu le temps, je pensais avoir 2 heures, j'aurais fait le lien entre Aristote, donc cette question de crématistique et impossibilité de la crématistique maximaliste, avec la loi de la baisse annoncée de taux de profit de Karl Marx et l'aliénation, Hegel, Marx, et finalement comment aujourd'hui nous sommes dans la conjonction évidente des 2 grandes problématiques, à la fois l'aliénation et le travail aliéné d'une manière totale et absolue, et la baisse annoncée des taux de profit qui oblige à tricher pour encore maintenir des taux de profit qui exigent les actions. Voilà, merci beaucoup, c'est tout ce que le temps fait. Il reste encore une dizaine de minutes, s'il y a des questions. Oui. Justement, un message qui apprend à nous si l'idée de l'amour était devant nous, chaque jour, on ne ferait jamais du tort ou d'erreur. Il apprend à se détacher de l'amour, c'est le détachement final. Pendant la vie, on apprend petit à petit à se détacher des choses matérielles, célébrités et tout le reste. On arrive à la sérénité. Oui. Je crois qu'Henri Laborit a écrit une très belle phrase, je ne sais pas si vous connaissez Bon, on peut le qualifier quelqu'un qui a philosophé quand même. Henri Laborit, il est mort à la fin du siècle dernier. J'avais la chance de le connaître, on a même écrit un livre ensemble, un livre collectif qui s'intitulait La rupture entre l'entreprise et les hommes. Henri Laborit a écrit, je crois, dans L'homme imaginant, il me semble, dans l'époque de la fuite, je ne sais pas, dans un de ces classiques du grand public. Il a écrit si nous intégrions l'idée de la mort, chaque jour en nous levant dans notre comportement quotidien, eh bien, l'hyperproduction qu'exige de nous le système économique moderne ne pourrait pas s'exercer. Tout simplement. Ne pourrait pas s'exercer. Oh, absolument. Et si on avait le temps, on aurait pu aller plus loin et voir comment l'acte de diriger, l'acte de prendre le pouvoir absolu, de se mettre à la tête de cette pyramide sans la sagesse, est un acte éminemment de négation de la mort. Donc, de se fantasmer immortel. Et le fait de se fantasmer, j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus que j'ai intitulé le management, déification des dirigeants et réification des employés, où je me suis inspiré beaucoup évidemment des socratiques et des présocratiques, mais beaucoup aussi de Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare sur les Tudors, enfin, toutes les tragédies de Shakespeare, c'est comment les Tudors doivent lutter contre cette gémellité de leur être, cet être jumeau qu'ils sont, le corps divin et le corps mortel. Et l'œuvre de Shakespeare est pleine du drame de cette négation de la mort par le pouvoir. Alors malheureusement,
ce que veulent les dirigeants du management et de l'économie dont je parle et que j'enseigne, c'est le pouvoir absolu. Or, le pouvoir absolu, sans dimension transcendantale, donc sans une dimension qui le lie à quelque chose qui a à voir avec la mort, eh bien le pouvoir absolu, c'est du despotisme. Et quand il est despotique, il est intolérable. Il ne peut provoquer que, à la limite, la révolution, la violence, ou au mieux la passivité, ce qu'on appelle l'absence de motivation, la passivité, voire le sabotage dans les entreprises. Or, ce pouvoir absolu que voulaient les leaders nord-américains en venant de la vieille Angleterre, de la vieille Europe, si vous voulez, en niant le pouvoir à la noblesse, à l'aristocratie, au roi, etc. Ils voulaient un état de droit, ce qui est tout à fait légitime, avec un pouvoir mérité, la méritocratie, démocratie, tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais très vite, c'est devenu le royaume des escrocs. Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, et puis plus récemment Bernard-Henri Lévy, dont je ne suis pas un fan du tout, mais sur les traces d'Alexis de Tocqueville, comment il a intitulé son livre, l'Amérique de tous les chocs, je ne sais plus, un titre de ce genre-là. Donc c'est une constante. Alors, ce qu'il voulait, là, c'est le pouvoir absolu sans la sagesse, mais le pouvoir absolu légitimé par l'argent. Je suis riche, je suis propriétaire, je veux le pouvoir absolu. Mais ça ne se peut pas. C'est pas possible, parce que le pouvoir absolu ne peut être légitime que s'il est revêtu, accompagné d'une dimension qui touche à la mort, qui touche à l'idée de la mort, qui touche à la transcendance. L'empereur de Chine, il a le pouvoir absolu. Oui, les empereurs de Chine, toutes les dynasties, chaque dynastie qui arrivait au pouvoir en Chine arrivait avec un mandat du ciel. Et ils avaient autour d'eux des mandarins, ce qu'on appelait des censeurs, des légistes, qui étaient là pour vérifier que l'empereur de Chine représentait bien le mandat que le ciel avait envoyé sur Terre. Alors, quand vous dites aux Chinois, voilà la décision de l'empereur, ça vient du mandat du ciel, ben, le Chinois il ferme sa gueule. Ça a un rapport à la mort, ça a un rapport à l'au-delà, ça a un rapport à quelque chose qui dépasse l'empereur lui-même. L'empereur de Chine, du Japon, par exemple, c'est le 48e descendant de la déesse du soleil. Alors quand on dit aux Japonais c'est la déesse du soleil, on ne peut pas la contredire. C'est une dimension qui a à voir avec l'au-delà, qui a à voir avec l'intouchable. Alors, donc, ce qui prouve que les Japonais sont stupides, puis tout le monde sait que le soleil est masculin. Il n'y a que qui parlent de déesse soleil. Mais moi, en arabe, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui parlent arabe? Oui. C'est féminin. C'est féminin. Oui, c'est vrai. Ben, c'est pour ça qu'ils se font envahir par les Américains. Oui. Moi, en fait, je suis étudiante ici en journalisme. Mais avant, je suis aussi diplômée d'une école qui s'appelle l'ESSEC. En France, je ne sais pas si vous savez. L'ESSEC. Oui. L'ESSEC. C'est Louis Anjouza. Non, pardon. Serge Impondois, c'est vous. C'est Sergi. Et donc, je suis diplômée de cette école et j'avais un cours qui s'appelait psychologie et management. Parce que c'est pas le management, ça n'a pas sa place à l'ESSEC. C'est une prof qui était là, c'est une psychothérapeute, je sais pas, une psychanalyste, pardon, une psychanalyste. Et en fait, j'ai trouvé ça fort parce qu'elle nous parle de, je crois que c'est milligrammes, non, l'autorité, oui, l'autorité qui conduit. Surtout, ce que je voyais moi dans ça, c'est que quelqu'un d'anonyme qui reçoit ses ordres de quelqu'un d'autre, il peut faire des choses horribles, mais le système marche parce que tous les gens font ça. C'est-à-dire que c'est un système où il y a du pouvoir, mais où même ceux qui n'ont pas de pouvoir participent. Et elle disait ça. Et j'ai trouvé ça fort, et les élèves n'ont pas du tout... c'est ce que vous dites, on ne peut pas faire ce genre de... On ne peut pas enseigner ce genre de cours dans une école de management. Parce qu'on se rend compte de quoi? Ça marche parce que si je ne me pose pas la question, qu'est-ce que je fais? Moi, mes amis maintenant qui ont 25 ans, qui font ça, qui font de l'argent avec de l'argent à la Commerzbank à Hong Kong ou à la City de Londres, s'ils réfléchissent une toute petite seconde, c'est quoi le monde dans lequel je vis? Comment je gagne mon argent, 100 000 $ par an? Comment je le gagne? En faisant quoi? En rentrant les chiffres dans un ordinateur? Et dans quel but? À qui je fais gagner de l'argent? Enfin, s'ils se mettent à réfléchir comme ça, et ils le savent un petit peu quelque part, tous mes amis, ça leur pose des questions, ça leur pose, je veux dire, des problèmes existentiels, ils savent un petit peu qu'il y a ça quelque part, mais ils n'y pensent pas trop parce que sinon ils se suicident.
s'ils vont jusque-là. Mais le problème, pour moi, c'est plus dans la société. Parce que vous dites ça, comment dans notre société, au Québec ou en France, on traite les gens qui ne travaillent pas? C'est les exclus. Là, c'est quoi? On a 25 ans, on est l'élite de la France, parce que c'est bien d'être trader ou d'être banquier. Il y a plein de gens ici, si vous rencontrez un trader ou un banquier, vous regardez, waouh, c'est hyper reconnu socialement, ils gagnent de l'argent. Et effectivement, en plus, ils travaillent beaucoup, et c'est quand même pas des métiers, c'est pas n'importe quoi, on fait quand même réfléchir à nos têtes, on dirige des gens, enfin, c'est quand même dur de refuser. Et ça, c'est plus un problème de société. Ces gens-là, ce que vous dites, moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais ça, c'est pas la faute des MBA, c'est la société qui est comme ça. C'est pas la faute des... C'est pas la faute des MBA, c'est pas la faute des écoles de commerce, c'est la société entière, et ça, c'est le reflet que de la société dans laquelle on vit. C'est pas seulement eux les méchants qui font ça, enfin, c'est tout le monde, quoi. Enfin, c'est un reflet, je veux dire, faut pas les ostraciser, dire c'est eux les méchants, oui, c'est eux les méchants. C'est les nouveaux maîtres du monde, comme les appelle Ziegler. Nous, on voit ça, non, c'est les institutions de redonnement. On peut voir ça comme les nouveaux maîtres du monde, mais c'est juste le monde, quoi. Oui, mais voyez-vous, c'est vrai, voilà, la société valorise le handicap. Je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur, dame. Mais voyez-vous, le problème, c'est... On est malheureusement chaud. Oui, je vous en prie, mais après c'est oui, le problème, c'est qu'on enseigne l'économie et le management comme si c'était des sciences exactes. Et pire, comme si c'était des sciences morales, parce qu'on les habille constamment de formules du genre allocation optimale des ressources, libre choix, bien-être général, etc. Et c'est ça qui pose problème. Donc on fabrique tout à fait, alors là on fabrique l'extrême de ce que vous définissez comme étant une espèce de caractéristique de la société, des petits produits de comportement de migrants, de petits anonymes qui peuvent se transformer en tyrans de son semblable, tout simplement parce qu'il y a l'autorité du savoir. C'est la science, quelque chose qui revêt des oripeaux de la science. Et d'accord, absolument. Pour nous, Adam Smith, quand on étudie Adam Smith et Ricardo, pour nous, c'est des scientifiques. Ah oui, absolument. Tout ça, complètement évident. Écoutez, merci infiniment.